La crise ukrainienne a connu ces dernières heures une nouvelle étape et les chefs d'État et de gouvernement européens ont demandé à leurs ministres des Affaires étrangères qui se réuniront demain d'évaluer la situation et d'envisager toute action appropriée, en particulier de nouvelles sanctions. On va donc faire le point sur ce foyer chaud. Et avant de rejoindre Jean-Claude Galli, qui est notre correspondant à Kiev, je vous propose de faire un point de la situation avec Benoît Cristal. L'armée ukrainienne tenait Mariupol depuis juin 2014. Jusqu'à ce bombardement des séparatistes. Les premiers à venir au secours des blessés sont des militaires ukrainiens, mais aussi des paramilitaires qui tiennent les bâtiments administratifs. Les bataillons Azov et Donbass, financés par des oligarques, sont formés de nationalistes ukrainiens proches de l'extrême droite. Ils accueillent aussi quelques aventuriers espagnols, italiens et américains. Vladimir Poutine enfonce le clou. En fait, ce n'est pas une vraie armée qui se bat là-bas, c'est une légion étrangère. Dans ce cas, une légion étrangère de l'OTAN qui, bien sûr, ne défend pas les intérêts de l'Ukraine. Des accusations insensées selon l'OTAN qui se tient à distance du conflit. L'armée ukrainienne compte 150 000 hommes, mais à peine 6 000 d'entre eux sont convenablement formés. Ils n'ont qu'un gilet pare-balles pour deux, pas assez de nourriture, et n'ont reçu qu'une aide étrangère symbolique et non létale. Une douzaine de véhicules blindés comme celui-ci, en provenance des États-Unis. Washington envisage de nouvelles sanctions, ainsi que l'envoi de formateurs militaires au printemps prochain. Les Ukrainiens ont peu de force pour faire face aux Russes. Poutine est un fin joueur d'échecs et il sait très bien où il va. Il sait très bien que l'Amérique n'est pas prête aujourd'hui à engager des troupes au sol en Ukraine. Il sait très bien que lorsqu'on met en place des sanctions, ça nuit aussi aux pays qui mettent en place ses propres sanctions. D'ailleurs, dans le cas du conflit géorgien, très vite les sanctions ont été levées. Un an plus tard, il prend un risque calculé. L'Union européenne exclut de nouvelles sanctions, sauf en cas d'assaut meurtrier sur Mariupol. Les séparatistes, eux, avancent. Ils disent ne plus reconnaître la ligne de démarcation négociée en septembre dernier à Minsk et appellent à de nouvelles négociations. Jean-Claude Galli, justement, de nouvelles négociations. Où on en est des négociations entre la Russie et l'Ukraine, alors que, évidemment, ce qui se passe sur le terrain les compromet? Écoutez, on peut dire que la négociation est quelque part au point mort. On fait des déclarations de principe pour montrer à la communauté internationale que l'on cherche à sortir de la crise, mais au final et pour l'instant, c'est le rapport de force qui de part et d'autre est privilégié. Kiev, par exemple, demande à Moscou de faire pression sur les séparatistes afin que ces derniers acceptent de déposer des armes et en même temps refuse de négocier directement avec eux, comme le réclament les Russes. Alors voilà le type de blocage auquel les diplomates doivent faire face. Ensuite, vous avez une rhétorique dans les deux camps qui demeure complètement guerrière. Le Parlement ukrainien a adopté hier un document qui désigne la Russie comme un État agresseur et demande à la communauté internationale, je cite, de ne pas laisser impunis les crimes contre l'humanité commis par elle contre l'Ukraine. Vous le voyez, on n'est plus très loin d'une déclaration de guerre là. Alors le simple fait que Poutine parle de légion étrangère met la barre assez haut dans la provocation verbale. Oui, mais vous savez, ici, la provocation verbale, c'est une chose qui est institutionnelle, en fait, presque. De part et d'autre, par exemple, ici, on ne traite les séparatistes que sous le nom de terroristes. On ne leur a jamais donné une véritable valeur politique. Donc aussi, c'est un ping-pong, en quelque sorte, cette rhétorique provocatrice. Et alors, dernière question sur les négociations, puisque visiblement, l'Europe va prendre des décisions d'accentuer les sanctions. En même temps, la marge de manœuvre des Européens, elle est assez limitée. Benoît le disait dans son sujet. Quelquefois, ce sont ceux qui prennent les sanctions qui en sont quelquefois les premières victimes. Écoutez, il n'y a pas de plan de paix européen à proprement parler. Jusqu'à présent, effectivement, vous le dites, l'unité européenne s'est faite autour des sanctions économiques. En fait, les gens qui négocient, c'est simple. Il y a eu Angela Merkel, la chancelière allemande, qui dans un premier temps a incarné l'Europe auprès de Moscou comme auprès de Kiev. Ensuite, on a eu cette initiative Hollande-Merkel, vous savez, ce fameux sommet d'Astana qui n'a pas eu lieu parce qu'on s'est aperçu en fait que les positions étaient bloquées de part et d'autre. Donc on ne s'est pas réunis le 15 janvier dernier comme on devait le faire au Kazakhstan. Et c'est pour ça, en fait, que les armes ont repris la
parole. Mais il faut faire attention à une chose, c'est que l'unité européenne qui a été affichée jusqu'à présent peut se briser aussi. Vous avez vu que la Grèce, par exemple, le nouveau gouvernement grec ne veut pas encore parler de nouvelles sanctions contre la Russie. Il y a aussi un sujet très sensible, c'est celui de de la livraison des armes. Certains États, comme la Pologne ou la Lituanie, y sont favorables. Par contre, des États comme la France ou l'Allemagne y sont farouchement opposés. Alors Benoît Cristal, dans son sujet, disait Poutine est un fameux joueur d'échecs. Il y a une façon de gagner sur le terrain des positions qui seraient des bases de négociation avantageuses. Ce que vous n'arrivez pas à obtenir par la négociation, étant donné que le sommet d'Astana a été annulé, vous essayez de l'obtenir par la force, évidemment. Là, les questions qui se posent autour des ambitions territoriales qui sont prêtées à Vladimir Poutine, c'est la fameuse ville de Mariupol. Si cette ville, si ce port était pris par les séparatistes, cela permettrait effectivement à la Russie d'établir une continuité territoriale avec la Crimée. Vous savez, cette région qui a été rattachée, Manu Militari, à la Fédération de Russie au mois de mars dernier. Donc, on se demande en fait si, effectivement, derrière les offensives qui sont menées actuellement par les forces séparatistes à l'aéroport de Donetsk, dans le nord, pour prendre possession de centrales électriques qui sont extrêmement importantes pour viabiliser les territoires séparatistes dans le futur, il n'y a pas aussi une dimension qui est proprement russe d'ambition territoriale en ce qui concerne l'Ukraine, tout l'Est, tout le sud-est de l'Ukraine, qui permettrait cette continuité territoriale qui est extrêmement importante pour la Russie avec la Crimée. Merci beaucoup Jean-Claude Galli de toutes ces précisions. Antoine Archakovski, votre livre était sur Russie-Ukraine, de la guerre à la paix. J'ai envie d'inverser le titre et de dire c'est plutôt de la paix à la guerre aujourd'hui. Oui, on est dans une situation de guerre, c'est clair, et néanmoins, il faut trouver la paix et rapidement, parce que la guerre, elle peut aller bien plus loin. On voit bien que depuis le mois de janvier, ça s'empire. Il y a des centaines de morts depuis le 15 janvier, avec Donetsk, Mariupol, des attentats terroristes dont on ne parle pas beaucoup, mais qui ont lieu à Odessa, à Kharkiv, et des déclarations assez dangereuse du président Poutine vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis des pays baltes. Aujourd'hui, la Douma russe a pris la décision de statuer sur le fait qu'en 1989-90, le rattachement de l'Allemagne de l'Est à l'Allemagne de l'Ouest était illégal. Et donc, ça veut dire que de la même façon que vous, Européens, vous ne reconnaissez pas l'annexion de la Crimée, eh bien nous ne reconnaissons pas l'annexion de l'Allemagne de l'Est. On est dans... Ça va nous rajeunir alors. On est vraiment dans une atmosphère de folie, d'excitation. Il y a une course de vitesse qui est en train de se faire. Poutine comprend que dans la situation actuelle, il perd. Les sanctions vont être de plus en plus douloureuses pour lui. Donc il attaque sur le terrain. C'est vrai que la Crimée n'est pas gérable sans électricité et sans eau. Mais il sait qu'il va avoir encore plus de sanctions. Donc en fait, c'est un serpent qui se mord la queue. Et je crois que les Européens... Un peu une fuite en avant, d'après vous ? C'est une fuite en avant. Et c'est important aujourd'hui que les Européens, qui effectivement se réunissent aujourd'hui à Strasbourg, et demain les ministres des Affaires étrangères, prennent des décisions extrêmement fermes. Mais le problème, et ça a été dit, c'est que la Grèce... Tsipras vient de nommer un ministre de la Défense qui est extrêmement proche de Poutine et menace de voter, de poser son veto. Oui, et de casser l'unanimité. Donc en fait, cette course de vitesse, il faut que les Européens réalisent qu'actuellement, ils ont les moyens de prendre des sanctions, ils ont les moyens d'arrêter le conflit. Mais demain, ils ne l'auront peut-être pas. Et le problème, c'est que la France n'a toujours pas ratifié, par exemple, l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine. Il y a déjà une dizaine de pays qui l'ont ratifié, mais pas la France. Et on se demande ce qui va se passer avec la Grèce dans les prochains jours. Alain Guillemot, on a l'impression qu'il y a des temporalités totalement différentes entre les mêmes protagonistes et que ça explique cette sorte de confusion. Oui, on voit bien ce qui se passe sur le terrain. Il y a des cycles, c'est-à-dire des flambées de violence, puis derrière une réaction d'indignation des chefs d'État occidentaux, l'Europe, du président Obama aussi qui s'est exprimé. Alors derrière, on a une accalmie pendant quelques jours. Et puis on passe à autre chose. Et de nouveau, sur le terrain, la violence reprend. Donc, et ce qui compte...
c'est que tous ces cycles un peu rapides mènent tous dans la même direction, d'une direction à plus long terme, de partition de l'Ukraine, qui est une dégradation de la situation sur le terrain, au fond, et puis une aggravation du conflit. Oui, ça, on est, la partition de l'Ukraine, elle est déjà faite, hein, de fait, mais elle risque d'aller encore plus loin. Et puis aussi, surtout, il y a cette guerre sur le terrain cache aussi une guerre économique, parce que la Russie cherche aussi à affaiblir, à fragiliser cette jeune Ukraine réformatrice qui s'est installée après la chute du président Yanukovych il y a 1 an maintenant, presque 1 an. Et cette Ukraine donc, doit faire face à une guerre qui est extrêmement coûteuse pour elle. Donc elle demande de l'aide, et une des manières de peser sur ce conflit, c'est bien sûr les sanctions contre la Russie, mais c'est aussi d'aider cette jeune Ukraine à se stabiliser, y compris financièrement. Alors, il faut savoir que les chiffres sont très impressionnants, parce qu'on parle toujours en effet de phases de combat localisées, mais selon l'ONU, le conflit a déjà fait 5000 morts et plus de 10 000 blessés. Près d'1 million d'Ukrainiens ont dû quitter leur domicile en raison des affrontements, et le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a déclaré hier que plus de 5 millions de personnes étaient touchées par ce conflit. Donc on voit que le côté fragmenté finalement des moments de conflit, de ces cycles que vous évoquez justement, recouvre quand même une réalité, notamment en termes de droits de l'homme, extrêmement préoccupante. Les sanctions, finalement, elles font du mal à Poutine et à la Russie. On a vu le décrochage du rouble, on a vu un vrai ralentissement de la vie économique, quelques tensions même entre les milieux financiers et Poutine. On peut continuer à enfoncer ce coin-là ? Moi, je pense que c'est très important. Aujourd'hui, le Parlement européen a publié un document qui a été présenté par un rapporteur autrichien, membre du Parti socialiste, disant clairement que la Russie est responsable non seulement de l'annexion de la Crimée, mais également des déstabilisations du Donbass, avec sur le papier clairement marqué que ce sont des soldats russes qui font la guerre avec des armes russes, et des armes qui en plus sont illégales. Donc dès lors qu'on reconnaît ça, que la guerre est revenue en Europe et que c'est la Russie qui est clairement responsable, il faut absolument en tirer les conséquences. Il y a eu des sanctions économiques qui ont été prises, mais il y a des sanctions, je dirais, juridiques qui doivent être prises également. Le gouvernement ukrainien, aujourd'hui, Arsène Yatsenyuk a dit qu'il avait fait des demandes à la Cour européenne des droits de l'homme pour juger de la situation vis-à-vis de la Russie. Mais il y a de plus en plus d'Ukrainiens qui parlent aussi de la Cour pénale internationale pour juger Poutine. Alors on comprend bien que ça ne va pas être facile, mais quand vous additionnez tous les morts qu'il y a eu et à Mariupol et à l'aéroport de Donetsk et tous ces attentats, il y a un moment où c'est vrai que ça relève de la Cour pénale internationale. On pensait inimaginable pour Milosevic de terminer à La Haye, et on pense que c'est impossible pour Poutine, mais néanmoins, il y a de plus en plus de preuves qui s'accumulent, et je pense que c'est important de poser la question juridique, parce que c'est vrai qu'économiquement, l'étape d'après, c'est ce dont parlent les Américains aujourd'hui, c'est de débrancher la Russie du système SWIFT. Et ça ferait extrêmement mal. Medvedev a dit aujourd'hui que si réellement cette décision a été prise par les Américains et les Européens, ça va être demain discuté à Bruxelles, alors non seulement nos réactions seront incontrôlables sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. Donc pour eux, ça serait extrêmement douloureux. J'espère personnellement qu'on n'en arrivera pas là, et qu'on arrivera à essayer ce qu'a fait Angela Merkel avant l'attentat de Mariupol, c'est de poser les questions avec les Russes sur le long terme. Qu'est-ce qu'on veut finalement? C'est ça qui est important. Les dernières années, on voulait intégrer la Russie petit à petit. On les a intégrés au Conseil de l'Europe, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, traité avec l'OTAN Russie. Bon, on se rend compte que là, l'OTAN arrête sa coopération. Ils vont probablement sortir du Conseil de l'Europe et de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe au mois d'avril. Ça veut dire qu'il faut penser à un nouveau modèle. Et le nouveau modèle, c'est Union eurasiatique, Union européenne. On n'a pas les mêmes valeurs, mais on veut travailler ensemble. Et peut-être que l'Ukraine serait le médiateur géographique et politique de la chose. C'est ça qu'il faut stimuler par des conférences, par des propositions. Antoine, ça c'est un scénario, je n'allais pas idéal, mais en tout cas assez positif. Vous y croyez? Écoutez, je pense qu'à long terme, oui, bien sûr.
Je pense d'ailleurs que, même si la question ne se pose pas pour l'immédiat, l'immédiat, c'est bien sûr d'essayer d'arrêter les armes et de commencer à discuter. Mais à long terme, c'est vrai qu'il faut déjà commencer à réfléchir et se poser la question de s'il ne faut pas maintenant, d'ores et déjà, dire qu'un jour, l'Ukraine sera membre de plein droit de l'Union européenne si elle accomplit toutes les réformes, l'ensemble du travail et c'est vrai qu'il est très important. Mais une Ukraine amputée de sa partie orientale à ce moment-là. Alors là, évidemment, il y aura à ce moment-là deux grandes questions. Non seulement la partie orientale, mais aussi la question de la Crimée. Pour l'instant, on ne revient pas sur cette question de la Crimée, mais enfin, il faut quand même redire les choses qui sont quand même une vérité de base. C'est que un membre de plein droit du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est la première fois depuis l'après-guerre qui modifie ses frontières comme ça, de façon unilatérale, d'un coup de force, et que donc ça, c'est quelque chose, c'est sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc si on veut consolider l'ordre international issu de la Seconde Guerre mondiale, il faudra à un moment revenir sur cette affaire de Crimée, et donc ça sera très long et compliqué. Ça veut dire que la tendance va être quand même que Poutine se détourne son regard de l'Europe, pas ses soldats, mais son regard pour aller vers l'Orient. Et c'est vers l'Asie finalement qui va prendre le relais dans sa politique internationale. Il le fait dans sa rhétorique, mais je crois que c'est surtout des arguments à usage de politique intérieure. C'est une façon d'essayer de nous inquiéter, de nous dire bon, si vous voulez pas de moi, je me tournerai vers la Chine. Mais vous savez, la Chine aujourd'hui est de plus en plus une puissance globale qui n'a pas d'intérêt majeur en Russie, si ce n'est à part de trouver du pétrole et du gaz, et qui regarde beaucoup plus vers l'Afrique, vers les États-Unis, et qui se conçoit comme dans un dialogue d'égal à égal, dans un avenir très proche vis-à-vis des États-Unis. Et la Russie, si elle espère avoir une entente un peu meilleure qu'elle n'a avec les Européens en s'alliant avec les Chinois, elle s'apercevra que les Européens ont été très gentils dans leur dialogue avec la Russie, parce que les Chinois seront bien plus rudes. Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage, et merci aussi à Jean-Claude Galli, notre correspondant qu'on a eu en direct de Kiev. Autre théâtre d'opération, on va parler de Boko Haram et de Daesh dans la deuxième partie de ce 5 à 7.